Merci beaucoup et merci pour votre invitation à m'exprimer dans le cadre de ce colloque aujourd'hui sur un sujet qui est évidemment extrêmement important, extrêmement aussi lié à la crise que nous connaissons et qui fait l'objet souvent de beaucoup de débats et malheureusement de beaucoup de caricatures également, dans la mesure où on a des positions qui deviennent assez radicales aujourd'hui sur la question du transport aérien et qui, je pense, euh, échouent à prendre en compte euh, l'utilité sociale que représente aussi le transport aérien. Euh, Peut-être en guise d'introduction, signaler que les émissions de gaz à effet de serre ont déjà largement rebondi. L'Agence internationale de l'énergie a publié récemment les chiffres des émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2020. On sait que les émissions ont évidemment baissé au niveau mondial de 7% environ à la suite de la pandémie. Mais ce qui est significatif, c'est de voir que les émissions ont rebondi de 2% entre décembre 2019 et décembre 2020. En d'autres termes, nous sommes désormais au niveau mondial arrivés à nouveau à un niveau d'émission supérieur au niveau qui était le nôtre avant la pandémie. Et donc, les craintes d'un rebond des émissions lorsque l'activité économique aurait repris se confirment malheureusement. Et ce rebond, vous savez, existe déjà alors que environ 70% du secteur aérien international demeure à l'arrêt. Et en même temps que la plupart des avions étaient cloués au sol pendant la pandémie, on a vu aussi se développer ce phénomène étonnant de compagnies aériennes qui proposaient des vols vers nulle part, ou en d'autres termes, des vols où vous décolliez d'un aéroport et vous reveniez dans ce même aéroport. On a vu Qantas proposer cela, on a vu Singapore Airlines proposer ce type de vol, où il s'agissait simplement pour les gens de leur faire à nouveau connaître l'expérience du transport en avion, même si ça ne les transportait nulle part. Et donc on a, d'une part, je dirais, et de façon presque contradictoire, on a cette aspiration à l'évidence d'une partie de la population à faire des voyages aériens pour le seul plaisir de monter dans un avion et de voir le monde depuis le ciel, et d'autre part, à l'évidence, ce phénomène dont vous avez parlé en introduction de la honte de voler, le flight shaming, qui consiste quelque part à culpabiliser de prendre l'avion. Et donc la question, c'est de savoir s'il est possible de trouver une voie médiane entre ceux qui auraient honte de prendre l'avion pour voyager et ceux qui sont prêts à monter dans un avion pour le simple plaisir de se trouver dans les airs, même si ça ne les emmène nulle part. Euh, Ce qui me frappe très fort dans la situation actuelle, qui est encore largement, en tout cas vue d'Europe, une situation de fermeture des frontières, c'est de voir à quel point beaucoup souhaitent utiliser ce moment particulier dans l'histoire de l'humanité, pour fermer définitivement les frontières. Et il y a aujourd'hui une aspiration très forte dans les populations à ce que les frontières restent fermées définitivement. Si l'on en croit les sondages, par exemple, 2 Français sur 3 aujourd'hui souhaitent que les frontières de la France restent fermées, y compris après la pandémie, et qu'en quelque sorte la crise sanitaire actuelle soit l'occasion d'une fermeture définitive des frontières. Et le monde d'après, imaginé par une bonne partie des Français, c'est un monde dans lequel les frontières seraient fermées. Fermées aux visiteurs étrangers, bien entendu, mais aussi de facto fermées aux Français qui voudraient partir à l'étranger. Alors on peut considérer que, du point de vue strictement comptable des émissions de gaz à effet de serre, cette fermeture des frontières serait une bonne chose. Mais je crains aussi, et c'est une grande peur que j'ai, non pas en tant que chercheur sur le climat, membre du GIEC, mais en tant que citoyen humaniste, j'ai une grande peur qu'on assiste de plus en plus
à une sorte de conjonction d'agendas nationalistes avec des agendas écologistes radicaux. Au fond, l'idée d'un monde dont les frontières seraient fermées et où chacun serait calfeutré chez soi, sans plus aucun échange international, sans plus aucun contact avec l'extérieur, avec uniquement de la consommation locale et des contacts réduits au strict minimum de gens autour de vous, au fond, c'est l'agenda rêvé des nationalistes et des extrémistes de tous bords. Et donc, je crois qu'on est dans un moment particulier où on sent bien, après la pandémie, qu'il va falloir relocaliser un certain nombre d'activités économiques, mais en même temps, le défi va être de garder le monde relativement ouvert, de conserver nos démocraties ouvertes. Et donc, je crois que derrière la question de l'avenir du transport aérien, il y a bien plus que la question des émissions de gaz à effet de serre, qui est évidemment un élément essentiel de l'équation, mais il y a aussi la question de l'agenda politique et du monde dans lequel nous souhaitons vivre. Est-ce que nous voulons vivre dans un monde refermé sur lui-même, dont les frontières seraient fermées, ou est-ce que nous allons parvenir à conserver un monde dont les frontières seraient relativement ouvertes, où les échanges et les contacts internationaux seraient importants, tout en parvenant malgré tout à répondre aux objectifs de l'accord de Paris. Et donc, évidemment, on se trouve ici face à ce que j'ai envie d'appeler presque une quadrature du cercle, un problème extrêmement difficile à résoudre et qui a le caractère presque d'un dilemme. Je crois que par rapport à cela, il y a 3 éléments que doit considérer aujourd'hui l'industrie du transport aérien, parce que chacun réalise bien que nous ne pourrons pas reprendre à l'avenir exactement comme nous avions eu l'habitude de le faire avant. Je pense d'abord, et c'est le premier point que je voudrais développer, que les compagnies aériennes doivent saisir l'occasion de la crise pour se réinventer, y compris dans leur business model. On sait aujourd'hui qu'un très grand nombre de vols court courrier peuvent être réalisés en train à grande vitesse et souvent parfois avec un gain de temps appréciable. Je pense qu'il serait dans l'intérêt des compagnies aériennes demain de s'envisager davantage comme compagnie de transport et pas seulement comme compagnie de transport aérien. C'est-à-dire de pouvoir nouer des partenariats avec des sociétés de transport ferroviaire pour amener les passagers vers les grands hubs internationaux et pour qu'un certain nombre de vols court courrier soient désormais réalisés en train qui, pourquoi pas, pourraient être opérés par les compagnies aériennes. Il subsiste aujourd'hui encore, par exemple, des vols entre Bruxelles et Paris. Bruxelles et Paris sont distantes d'1h22 en TGV Thalys. Alors j'entends bien l'argument des compagnies aériennes qui dit que ces vols, effectivement, qui n'ont pas de sens d'un point de vue écologique, sont destinés à amener des passagers d'un aéroport à l'autre, sont destinés à assurer des connexions pour les passagers. Mais il me semble qu'il serait intéressant d'envisager que ces connexions puissent se faire en train, quitte à faciliter l'acheminement des bagages. On pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait par exemple des bagagistes à l'entrée et à la sortie des trains pour faciliter la question des bagages et pour assurer des transferts plus aisés. Et donc je pense qu'une bonne partie, en tout cas, de l'avenir pour les compagnies aériennes européennes consiste à repenser la complémentarité de l'avion avec le train sur les courtes distances. De la même manière qu'on envisage aujourd'hui beaucoup le retour des trains de nuit, c'est sans doute souhaitable, mais beaucoup de voyageurs ne perdront pas une nuit à voyager entre deux capitales européennes. Par contre, si on parvenait à développer un grand réseau de TGV européens, il me semble qu'il y aurait là une complémentarité assez souhaitable. De la même manière, je pense à d'autres vols dont les émissions sont considérables. Une bonne partie des émissions du secteur de l'aviation, par exemple, c'est lié au secteur de l'aviation domestique aux États-Unis, où le TGV est inexistant et où beaucoup de villes sont très mal connectées en train. Je suis toujours un peu choqué de voir qu'il existe encore des vols entre Boston
et New York, alors que ces deux villes pourraient si facilement être reliées en train. Pareil entre Sydney, Canberra et Melbourne. Entre Sydney et Canberra, vous avez quasiment un vol toutes les 30 minutes, alors qu'il serait possible de développer une liaison ferroviaire entre ces deux villes. Et donc, je pense qu'effectivement, l'industrie aérienne doit pouvoir reconsidérer la question des vols de très courte distance, y compris si elle veut assurer sa pérennité dans le futur. L'autre aspect, donc le deuxième aspect sur les trois que je voulais développer, c'est la question évidemment technologique et technique. On sait que les moteurs à hydrogène se développent de plus en plus. J'ai relativement bon espoir qu'on puisse avoir des vols internationaux propulsés à l'hydrogène d'ici quelques années. Mais il restera une question essentielle. Même à imaginer que les moteurs à hydrogène soient disponibles sur les avions d'ici quelques années, on n'imagine pas que les compagnies aériennes renouvellent l'intégralité de leur flotte en quelques années. Et donc nous aurons dans toutes les compagnies aériennes des avions qui voleront à l'hydrogène et des avions qui voleront au kérosène. Il y aura une question de justice sociale et une question d'équité qu'il faudra pouvoir trouver, notamment quand, au prix des billets que paieront les passagers. On imagine volontiers que les prix des billets sur les avions propulsés à l'hydrogène seront plus chers que ceux sur les avions propulsés au kérosène, mais je ne voudrais pas qu'on arrive dans une situation où les passagers les plus riches puissent continuer à voler quelque part avec la satisfaction de savoir que leur empreinte carbone est assez négligeable, tandis que les passagers moins fortunés devraient se contenter des avions propulsés au kérosène. Et donc, il me semble qu'il sera essentiel de bien articuler la stratégie des prix des billets d'avion quand cette technologie sera disponible. Le dernier élément que je voulais présenter aujourd'hui et qui est peut-être le plus important, c'est la question de la comptabilité des émissions. Aujourd'hui, on sait que le secteur aérien représente à peu près 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On peut considérer que c'est peu et que c'est un secteur peu émetteur de gaz à effet de serre, globalement, par rapport à d'autres secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Par exemple, les rizières sont responsables d'à peu près autant de gaz à effet de serre que le transport aérien international, parce que les rizières émettent de grandes quantités de méthane, qui est un gaz à effet de serre environ 30 fois plus nocif que les dioxydes de carbone. Mais par contre, si l'on considère l'empreinte carbone par passager, là, effectivement, la question de la responsabilité doit être envisagée complètement différemment. En France, moins de la moitié de la population a déjà pris l'avion. Dans le monde, c'est environ 15% de la population mondiale qui a déjà pris l'avion. Je pense qu'on ne peut pas s'arrêter aujourd'hui à une seule comptabilité des émissions qui ignorerait complètement l'utilité sociale des émissions. Je vais prendre ici un exemple assez simple. Dans un vol Paris-New York, vous pouvez avoir à la fois des passagers qui vont à New York pour faire un week-end de shopping sur la 5e avenue et des étudiants qui vont passer une année d'échange universitaire dans une université new-yorkaise à Columbia ou à NYU. L'empreinte carbone de ces deux passagers, de l'étudiant et du touriste qui va faire du shopping, sera la même. Pourtant, l'utilité sociale de leur vol sera complètement différente. Et je pense qu'il faut aujourd'hui pouvoir développer une comptabilité carbone qui dépasse la seule question de la comptabilité brute, mais qui prenne aussi en compte l'utilité sociale des émissions. Certaines activités qui sont profitables à l'humanité, qui sont profitables aux échanges culturels et à l'enrichissement mutuel, génèrent effectivement des émissions de CO2, mais on peut considérer que ces émissions de CO2 sont utiles et quelque part représentent une utilité sociale. À l'inverse, d'autres vols, d'autres voyages en avion pourront facilement être remplacés par des téléconférences ou par des séjours dans d'autres endroits. Et on peut se poser à ce moment-là la question de l'utilité sociale de ces émissions. Et je pense qu'il faut demain
pouvoir dépasser la question de la stricte comptabilité brute des émissions pour pouvoir s'interroger aussi sur leur utilité sociale. Je pense que le secteur aérien aurait à gagner de cela, mais cela implique aussi, je crois, une plus grande honnêteté et une plus grande transparence du secteur aérien. On a parfois vu des tentatives, et je regrette de le dire, mais de greenwashing du secteur aérien. Il me paraît très important, si on veut pouvoir arriver dans une logique plus rationnelle de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre qui intègre l'utilité sociale des émissions, il faut absolument jouer que tous les secteurs, et bien sûr ça dépasse largement le cadre du secteur aérien, il faut que tous les secteurs puissent jouer aussi la carte de la transparence par rapport à cela. Voilà ces trois évolutions du secteur qui me paraissent souhaitables à l'avenir si on veut réconcilier quelque part les bienfaits sociaux, culturels, économiques qu'apporte le transport aérien international avec la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en premier lieu, le fait que les compagnies puissent mieux articuler la complémentarité avec les compagnies ferroviaires pour les trajets de courte distance, l'enjeu technologique sur les moteurs à hydrogène, mais également potentiellement sur parfois sur de la technologie plus low-tech. Par exemple, un vol Paris-Berlin en avion à hélice produit environ 30% de gaz à effet de serre en moins et n'allonge le temps de parcours entre Paris et Berlin que de 20 minutes. Je pense qu'il faut pouvoir aussi envisager de recourir à des plus petits avions à hélice sur certaines distances. Et enfin, le troisième élément, qui est peut-être le plus important, mais qui dépasse l'industrie aérienne, c'est la nécessité d'arriver à une comptabilité des émissions qui dépasse, je dirais, l'aspect brut de comptage des émissions et qui prenne en compte aussi l'utilité sociale des émissions. Quel est le bénéfice apporté par les émissions de gaz à effet de serre que j'ai produites? Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent colloque et d'excellentes réflexions pour le futur de l'industrie. Merci François pour cette approche très éclairante et qui a pris la hauteur de vue dont nous ne doutions pas a priori que vous prendriez. Effectivement, la question de l'utilité sociale est quelque chose qui doit être vraiment approfondi.